Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, nous partons à l'ouest du département, à quelques kilomètres de Vittel et Bulgnéville, découvrir le village de Saint-Balmont et ses 85 habitants. Rencontre avec Jackie Frémont qui nous partagera son savoir sur le patrimoine de la commune et Patrick Lagarde, propriétaire du château. En fin d'émission, direction la distillerie Riondé. Mais tout de suite, nous débutons avec vous, Pascal Boyer. Vous êtes le maire de la commune. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre les rênes du village en 2014 déjà ? Suite à la démission de l'ancien maire, il n'y a eu pas de représentant pour la mairie. Donc l'ancien conseil municipal m'a demandé de reprendre les rênes. Il cherchait quelqu'un qui reprenne la direction de la mairie, qui apporte des idées un peu nouvelles, comme moi je ne suis pas issu du village. Donc j'ai essayé d'apporter ma petite patte, comme on dit. Et par le fait, on a fait de nombreux aménagements dans le village, en collaboration avec le conseil municipal, les gens du village, on les a associés à nos décisions. Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça va chez vous à Saint-Balmont ? Oui, ça va, oui. On ne peut pas dire que ça va mal, quoi. Ouais, on essaye de... Il y a toujours des petites choses à faire. Des petites choses à faire, tel que là, on fait des travaux d'adduction d'eau. Ça fait partie du gros projet de la commune actuellement. Ça c'est énorme. Enfin, ça c'est en relation avec le syndicat des eaux. Mais ça c'est un gros projet. Et les projets prochains, on va faire la réfection du mur du cimetière, très abîmé. On va rénover la mairie proprement dit, le bureau, le hall d'entrée. Ensuite, le projet, mais là, je ne sais pas si on va pouvoir le faire financièrement. On a une petite maison qui est à côté de la mairie qu'on a rachetée. Et là, on souhaiterait faire un logement pour personnes à mobilité réduite. Quand on a acheté la maison, on a acheté 2 petits garages à côté. Les 2 petits garages ont été rénovés par mes soins et quelques conseillers municipaux qui sont venus m'aider pour essayer de minimiser le coût. On met la main à la pâte vraiment à proprement parler. On n'a pas le choix, Tout le monde s'y met d'ailleurs, tout le monde participe. C'est la particularité des petits villages Des petits villages, on n'a pas d'employés communaux. C'est les conseillers municipaux et moi-même qui coupe pour l'herbe, qui balayons. Donc on est maire, agent municipal, voilà, on a plusieurs casquettes finalement. On n'a pas le choix, c'est ça où on dépense les deniers qu'on n'a pas. Alors vous êtes accompagné par combien de conseillers municipaux ? 6. 6. Est-ce que c'est facile de trouver ces conseillers municipaux dans un village alors ? Là, ça a été très compliqué, très compliqué. De moins en moins de personnes veulent s'impliquer dans cette vie de conseillers municipaux. Et bon, maintenant c'est fait et puis le village fonctionne plutôt bien avec des enfants qui vont à l'école à Vittel. Tous nos enfants sont basés sur Vittel. Et le fonctionnement proprement dit du village, il n'y a aucun souci parce que c'est un petit village, on est quand même assez proche un de l'autre. On n'a pas de tension, on n'a pas de... Non, tout se passe bien. C'est l'intérêt d'un petit village. C'est l'intérêt d'un petit village, d'avoir une proximité entre les habitants qui est intéressant. Pascal Boyer, merci pour votre accueil. Bonne continuation à Saint-Balmont. Nous continuons, notre découverte de la commune, direction le château de Saint-Balmont. Le château de Saint-Balmont, construit au début du XIVe siècle, domine le village. Il a partiellement été restauré depuis et est classé monument historique depuis 1937. Découverte de l'histoire de ce monument Saint-Balmontais avec Jackie Frémont de la Fondation du patrimoine et Patrick Lagarde, propriétaire du château. Jackie Frémont, merci d'être avec nous devant le château. Alors vous êtes délégué Vosges à la Fondation du patrimoine. Tout à fait. Le château de Saint-Balmont qui a vu passer plusieurs familles depuis sa construction. Depuis 7 siècles pratiquement, je pense, et je ne les ai pas comptés complètement et je ne suis pas sûr encore du chiffre. Moi j'en ai répertorié environ 25 propriétaires. Je vous dirai si vous voulez bien quelques anecdotes parce qu'il y a eu du beau monde. Comme dans tous ces châteaux d'ailleurs, ce sont bien sûr des grandes familles qui ont des postes politiques, soit carrément dans le royaume de France, soit dans le duché de Lorraine. Alors vous nous parlez d'anecdotes, de famille. Anecdotes, ce n'est pas des anecdotes, mais si vous situez, il y a eu Claude Reynard qui était chambellan, rien que cela, du duc de Lorraine, Charles III. Une autre famille, il était colonel de l'infanterie de Charles IV, cette fois-ci, duc de Lorraine. Il y a eu un maire de Nancy qui, par alliance, s'est retrouvé propriétaire de ce château. Et ce qui est un peu sympa aussi, c'est qu'il y a eu le directeur des variétés de Paris qui était propriétaire, qui venait assez souvent d'ailleurs avec sa compagne Ève Lavallière, et Ève Lavallière qu'on connaît bien dans les Vosges, dans les Vosges puisqu'elle est décédée à Tuilière, il y est d'ailleurs enterré. Alors parlez-nous peut-être de l'histoire de ce château, mais aussi de l'église qui est accolée à celui-ci. C'était une forteresse. On n'a pas vraiment de précision sur la forme. On sait qu'il y avait 4 tours, donc c'était
le type de forteresse de l'époque, qui était vraiment à le logis bien sûr, mais qui pouvait recueillir les habitants quand tout se passait mal. Donc ça a été profondément modifié pour arriver finalement à ce corps de logis qu'on voit ici, donc une partie longue centrale sur 3 niveaux, et puis de chaque côté 2 tours inégales en dimension, à toit conique, qu'on reconnaît très facilement d'ailleurs. C'est pas le seul qui a été construit de cette façon. C'est difficile de retracer cette histoire. Est-ce qu'on a encore beaucoup d'éléments, beaucoup On a des d'archives? éléments, mais c'est difficile de les relier entre eux. Alors l'église, donc c'était la chapelle du château qui était reliée. Ce qu'on appelle la chapelle castrale, c'est-à-dire la chapelle qui dépendait du château. Et cette chapelle est assez particulière. Une part de son clocher, de son dôme qu'on appelle à l'impériale, et qui a été réhabilité, restauré. Ça fait une dizaine d'années. Avec l'aide de la Fondation du patrimoine. Avec l'aide de la Fondation du patrimoine. Ça a d'ailleurs extrêmement bien fonctionné, puisqu'une quarantaine de donateurs ont versé des dons pour une somme qui était assez rondelette, qui a atteint 7 ou 8 000 euros sur un montant total de travaux de l'ordre de 52 000 euros. Donc il y a une richesse patrimoniale très importante à Saint-Balmont ici. Et j'avoue que le mairie, depuis un moment, fait beaucoup d'efforts pour conserver. Et fait ce qu'il fait ce qu'il faut faire pour conserver son patrimoine. Merci Jackie de nous avoir partagé un petit bout de l'histoire du village de Saint-Balmont. Nous allons maintenant rencontrer Patrick Lagarde. Monsieur Lagarde, alors vous êtes le propriétaire de ce château depuis quelques années maintenant. Pourquoi avoir voulu acheter ce château, acquérir ce château? Le patrimoine partant du principe où j'ai une base compagnonique, je suis un ancien des bénisses de l'école Boulle, et que c'était fait par des compagnons. Et la passion de la pierre, le côté monumental du monument me passionnait. Alors il était difficilement habitable, parce qu'à long terme vous souhaiteriez quand même l'habiter. Vous avez dû faire des travaux, vous avez commencé. C'est difficile, il faut répondre à des normes précises. On ne fait pas n'importe quoi avec un château. Alors celui-ci a la particularité d'être inscrit monument historique depuis 1937 et qu'en plus il a une base féodale assez importante avec des tours qui font pratiquement 2 mètres d'épaisseur. C'est un patrimoine assez particulier. À partir du moment où on commence à prendre en considération un produit comme ça, un patrimoine exceptionnel. Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai dégagé toute une zone qui permet de voir apparaître les zones gothiques et principalement la zone d'encastrement du pont-levis qui était enfouie depuis 1910 et que j'ai mis en évidence de manière à recréer les fossés ou les douves en eau, personne ne sait actuellement si c'était en eau ou pas, et rétablir un petit peu les bases et après m'occuper de moi pour essayer de faire tout le rez-de-chaussée, parce que ce n'est pas un grand patrimoine, tout le rez-de-chaussée en partie habitable. À long terme, le projet, donc l'habiter, mais aussi de projets de maisons d'hôtes, de chambres d'hôtes, expliquez-nous. À l'origine, ce n'était pas ma démarche, parce que je n'ai pas de démarche lucrative quand je prends un patrimoine comme celui-ci. C'est surtout le travail de la pierre qui m'intéressait, reconstruire, maintenir le patrimoine. Mais les conditions actuelles font que j'ai l'obligation de créer des chambres d'hôtes. À la fois parce que je ne veux pas que ce patrimoine dorme l'hiver et toute l'année. Le but, c'est qu'il soit actif, qu'il soit occupé, que les gens puissent profiter, que je puisse trouver des personnes qui puissent travailler. Et ces chambres d'hôtes ont la particularité, c'est d'avoir un thème équestre. Et le principe, vous l'avez vu tout à l'heure, on a une aile de 40 mètres, 50 mètres. C'est d'utiliser ces 40 mètres pour créer des écuries, de manière à ce que tous les passionnés de l'équestre, du cheval, puissent avoir la possibilité de venir avec leurs chevaux, puissent dormir dans un environnement exceptionnel. Et en plus, nous avons la forêt de Darney, qui est à 900 mètres. Vous imaginez pouvoir ouvrir ces chambres d'hôtes quand? D'ici la fin de l'année, on pourrait imaginer que la partie du rez-de-chaussée habitable soit réalisée. Et le premier étage serait attaqué, ce qui veut dire en début 2022. Je pense qu'on aurait la possibilité d'ouvrir les chambres d'hôtes. Eh bien, rendez-vous en 2022 alors pour découvrir l'avancée des travaux. Merci Patrick Lagarde de nous avoir accueillis dans votre château. Nous partons à la rencontre de notre dernier invité, direction la distillerie Riondé. La maison Riondé distille en famille depuis 1802. Estelle a grandi dans cet univers et a décidé de perpétuer les traces de ses ancêtres pour continuer à découvrir ce métier qu'elle nous partage aujourd'hui. Estelle, merci de nous accueillir ici dans votre distillerie. Alors une distillerie avec une histoire familiale très importante depuis 1802, donc ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, ça ne nous rajeunit pas, effectivement. Donc effectivement, depuis 1802, donc, on distille de père en fils. Maintenant, c'est en fille. Donc, depuis cette date-là, c'est la distillation pour le particulier qui était en complémentarité d'une autre activité qui était l'agriculture.
parce que c'est vrai que l'agriculture était beaucoup basée sur une activité estivale. Et en hiver, en général, les agriculteurs avaient toujours une activité complémentaire. Donc chez nous, c'était la distillation. Donc c'est mon père, en fait, qui a créé la partie production-vente. Et tout en conservant, bien sûr, la partie bouilleur ambulant, pour la distillation des particuliers. Donc vous avez grandi, vous, dans cette distillerie. C'était une évidence pour vous de la reprendre? Ah bah oui, pour le coup, je suis un peu tombée dedans étant petite. D'ailleurs, à l'âge de 3 ans, apparemment, je disais à tout le monde que je voulais être distillateuse. Quand même. Et donc vous travaillez toute seule à la distillerie? Comment ça se passe? Alors pour la distillation, oui, je travaille toute seule. Je suis beaucoup secondée aussi par mon mari qui m'aide aussi. Et j'ai mon collègue, Fred, qui est toujours aussi là à mes côtés, qui était également le bras droit de mon père à l'époque. Voilà, vous continuez vraiment à perpétuer. Voilà, même voilà, j'ai tout gardé. Alors donc on le disait, vous nous le disiez, vous distillez donc vos propres fruits depuis maintenant quelques années, qui viennent de vos vergers. On a 35 hectares de vergers, donc qui composent beaucoup de mirabelliers. Donc les fruits, évidemment, on ne distille pas tout parce qu'on est quand même à petite échelle chez nous. Donc on va en commercialiser en fruits pour l'industrie, donc d'autres distillateurs par exemple, un peu en fruits de bouche et puis donc une partie qu'on garde pour notre production d'eau de vie. On a aussi des couettiers et pommiers cerisiers. Et alors pour les particuliers, comment ça se passe? Ils viennent à votre rencontre, ils vous ramènent les fruits, comment on procède? Alors voilà, il y a les personnes qui souhaitent que l'on vienne chercher leurs fruits. Et puis il y a les autres qui nous les emmènent, quoi. Et pour tous les fruits aussi, pour les particuliers, les particuliers, voilà, eux ils distillent ce qu'ils ont. Enfin voilà, c'est essentiellement, et c'est vrai que dans notre secteur c'est beaucoup la mirabelle, bien sûr, mais on a aussi des couettes, on a aussi des poires, des pommes, des cerises. Et alors comment ça se passe pour arriver au produit fini? Donc on a le fruit et après comment on fait pour avoir la bouteille? Voilà. Donc alors comme je dis souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, mais il n'y a pas d'alcool sans alcool. Donc la première étape, ça sera la fermentation du fruit. Donc la fermentation, c'est un phénomène qui finalement est assez naturel, c'est la transformation du sucre du fruit en alcool, tout simplement. Donc ça passe par, on va mettre par exemple nos fruits dans un tonneau et on va prendre soin de les remuer un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours. Donc ça pendant 3-4 semaines, ça va permettre un petit peu de les mélanger et d'activer les levures naturelles que contiennent les fruits. Et là, à ce moment-là, ça rentrera en fermentation. La fermentation, elle va s'achever naturellement, en général au bout de 5-6 semaines, enfin vraiment ça c'est très variable en fonction des fruits. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir distiller nos fruits parce qu'une fois que la fermentation est terminée, on peut distiller les fruits. Alors vous proposez de la liqueur, de l'eau de vie, alors quelles sont les différences entre ces deux produits? Une eau de vie, c'est issu donc, de ce que je viens de vous expliquer, une distillation. Une distillation, c'est ni plus ni moins que l'extraction des vapeurs des fruits retransformées en liquide. Voilà. Et une liqueur, c'est différent, c'est une macération. Donc là, on va prendre notre fruit, donc non fermenté, qu'on va faire macérer dans de l'alcool et un sirop de sucre. Et à partir de ce moment-là, après quelques semaines, voire quelques mois de macération, on va obtenir une liqueur. Et si on concentre davantage, on pourrait obtenir une crème. Alors, est-ce que malgré la crise sanitaire, vous arrivez à maintenir le cap dans votre activité? Eh ben, le premier confinement a été très vide. Très vide, parce que du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient stoppées aussi, beaucoup plus que ce deuxième confinement en tout cas. Pendant le déconfinement, c'est comme si de rien n'était. On n'a pas eu la même clientèle, les mêmes visiteurs. D'habitude, l'été, on a beaucoup de curistes. On a eu beaucoup moins cette année, mais par contre, ça a été remplacé par du tourisme qu'on n'avait pas d'habitude. Donc vous avez réussi à finalement cet été, c'était plus ou moins comme si de rien n'était. Enfin, voilà. Mais bon, là, évidemment, maintenant, pour le deuxième confinement, c'est du coup un peu plus calme. Bon, au mois de novembre, c'est toujours un peu calme, mais là, c'est vraiment calme. Eh bien, merci Estelle de nous avoir ouvert les portes de votre atelier familial. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.